Vous êtes de retour dans la troisième partie des Acteurs de l'écho. Vous le savez, elle est consacrée au CIO de la semaine. Et donc, Mathieu Yel, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le président de John Cockerill Energy. Vous allez bien ? Très bien. Ravi d'être là. Parfait. Alors, vous êtes français, vous êtes ingénieur de la prestigieuse école des ponts et chaussées en France. Vous avez aussi un master à Sciences Po Paris, excusez du peu, un MBA de London Business School. Et puis, logiquement, quand on a un cursus pareil, on rejoint la consultance, BCG, pour ne pas le nommer. Mais très rapidement, vous basculez dans l'industrie en rejoignant ArcelorMittal pour finir CIO Belgique d'ArcelorMittal, puis CIO en Italie. Alors, pourquoi l'industrie lourde ? C'est pas un trajet classique quand on a votre cursus. En général, on part dans la finance. Pourquoi l'industrie, Mathieu Yel ? Peut-être parce que j'aimais bien jouer au Lego quand j'étais petit. ça, c'est la version convenue, ça. Non, mais en fait, honnêtement, j'ai fait des visites d'usine quand j'étais en école d'ingénieur. Passionné par l'usine ? J'ai vu ça, j'ai dit, OK, ça c'est pour moi. Et maintenant, j'ai démarré en consulting parce que j'ai envie de voir un peu tout. Le consulting mène à tout, à condition d'en exactement. Et donc, j'en suis sorti assez vite. Et en fait, des collègues de promo m'ont emmené vers l'industrie et j'étais super. Et pourquoi l'industrie lourde, le métal ? Alors qu'il y a la robotique, il y a les circuits imprimés. Mais la robotique et les circuits imprimés, ils sont dans l'industrie lourde. Aujourd'hui, oui. Absolument. Parfait. Alors depuis juin 2020, vous êtes le président de John Cockerill, mais énergie. Alors comment définir cette activité énergie dans cette entreprise qui reste quand même un brand, une marque industrielle en Belgique ? L'énergie, c'est aujourd'hui, dans John Cockerill et dans le monde actuel, un secteur qui est dans mutation extraordinaire. Donc nous, on a un cœur de métier historique qui est celui de la génération de vapeur. John Cockerill, il est venu là pour faire de la vapeur il y a plus de 200 ans. Et aujourd'hui, on continue ça. Alors, on fait ça via des grosses chaudières pour les cogénération, gaz, etc. Et dans le renouvelable. Et donc, on s'est développé depuis plusieurs années dans le renouvelable. Et aujourd'hui, on est vraiment dans une super belle mutation qu'on essaie d'accompagner. Alors, donc, l'énergie a toujours été dans l'ADN de John Cockerill. Ouais. Mais aujourd'hui, l'énergie, c'est d'autres sources d'énergie. C'est le photovoltaïque, c'est l'hydrogène vert. C'est une mutation que vous avez faite il y a quelques années. On dit toujours chez John Cockerill, nous, ce qu'on veut, c'est répondre aux défis de notre temps. Okay, quel est le plus grand défi ? C'est la définition un peu d'une entreprise. Oui, mais si vous appliquez ça aujourd'hui à la mutation et à la transformation énergétique que nos sociétés sont obligées de faire face, il y a un vrai challenge. Okay, et donc, on est vraiment là dans le cœur de ce qu'on essaye de faire. Ça veut dire quoi ? Que vos concurrences restent ancrées dans le passé, alors que vous faites des paris, comme par exemple, on l'a vu dans le débat qui vient de se passer, sur l'hydrogène vert, sur la méthanisation propre ? Disons que notre statut de société privée, très entrepreneurial, etc., nous permet de faire des paris. Et donc, effectivement, oui, on a fait un pari sur l'hydrogène à partir de 2016-2017 qu'on essaye de relever et sur lequel on essaye d'avancer très vite, oui, absolument. Alors, vous concevez, vous fabriquez, vous installez des électrolyseurs, notamment une technologie que vous avez acquise par un partenariat en Chine. C'est vraiment une acquisition technologique Absolument. En fait, quand on a commencé à s'intéresser à l'hydrogène, on s'est rendu compte qu'en Chine, il y avait pas mal d'avances technologiques sur le sujet. On peut peut-être rappeler le mécanisme. On a besoin d'électrolyseurs extrêmement performants pour pouvoir travailler sur l'hydrogène. Ce qu'il faut comprendre, pour simplifier, c'est qu'aujourd'hui, il y a déjà beaucoup d'hydrogène qui est utilisé dans le monde, principalement comme élément du process dans la chimie, par exemple. Aujourd'hui, elle est fabriquée en utilisant du gaz naturel. Okay, évidemment, énergie fossile, donc émission de CO2 à la sortie du process. Donc l'hydrogène, c'est fantastique à condition qu'il soit produit proprement. De manière verte. Okay, et manière verte, ça veut dire, d'une part, utiliser des électrons issus des énergies renouvelables, de l'électricité issue des énergies renouvelables et de l'eau. Okay, donc l'électrolyse. Et donc tout le défi consiste à mettre au point des équipements qui vont permettre en termes de coûts d'être compétitifs pour la génération de cet hydrogène vert. Et aussi de scaler, puisque c'est plus des petits électrolyseurs, ça doit être des très gros Absolument. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes leader de marché dans ce domaine, des grands électrolyseurs ? Absolument. Aujourd'hui, dans les grands électrolyseurs alcalins, donc il y a plusieurs technologies, la plus développée, la plus commune aujourd'hui, c'est l'alcalin. Dans l'électrolyse alcaline, on est un des leaders mondiaux, clairement sur le marché mondial, particulièrement en Chine, mais pas seulement. Revenons sur ce marché mondial. Ouais. Comment se passe votre empreinte ? Comment vous décririez cette empreinte mondiale de John Cockerill Energy ? Alors, John Cockerill Energy, on est présent aussi bien en Amérique du Nord, en Europe ou en Asie. Je veux dire, ça fait des années qu'on fait des projets sur l'ensemble des continents. Okay, ça fait partie de l'ADN du groupe. Ça, vraiment, on est capable de travailler. Vous êtes présent sur les 5 continents, on est présent partout. Absolument, oui. On est présent partout. L'hydrogène, on suit des projets partout dans le monde. Okay, évidemment qu'on essaye aussi... Des projets, ça veut dire quoi ? Des usines clés en main ou des proof of concept, des prototypes Alors, ça peut être les deux. Ça peut être des usines clés en main dans le sens où on travaille sur des projets où vous avez des gens qui ont une source
sources d'énergie verte. Typiquement en Australie, ils ont des panneaux photovoltaïques où ils ont Donc dès qu'il y a de l'énergie propre, on peut faire de l'hydrogène absolument, propre. Absolument, c'est ça le principe. Donc présent sur les 5 continents. Présent sur les 5 continents et je veux dire, John Cockerill, non seulement énergie, mais on est un groupe mondial, et on a besoin de continuer à se développer sur l'ensemble des marchés. Mais que représente la Belgique? Quasiment rien dans votre chiffre d'affaires dans John Cockerill Énergie. Le marché belge en soi, non, c'est petit évidemment. Alors pour John Cockerill Énergie, nous on a un challenge qui est les dossiers du CRM, parce que dans les centrales à gaz du CRM, on espère bien quand même fournir vous taillez votre les part chaudières. Du gâteau, oui. Voilà, donc ça c'est logique, mais sinon oui. On rappelle le CRM, donc c'est les capacités de. C'est le mécanisme de rémunération de capacité pour la sortie du nucléaire. On sort du nucléaire, on a besoin de plus de capacité de production, on rémunère ces capacités, un gros appel d'offres. Absolument. Et donc vous êtes candidat. Alors, on est candidat, alors évidemment vis-à-vis des public utilities qui, eux, vont promouvoir les capacités. Nous, on va leur fournir les équipements. Alors, est-ce que ces marchés étrangers vont rester attractifs? On constate une diminution des échanges internationaux, une sorte de repli continental. Est-ce que ça pourrait impacter négativement le chiffre d'affaires et la rentabilité de John Cockerill Énergie? Il faut être présent sur ces marchés. Donc, c'est-à-dire qu'il faut être présent localement. On n'a pas le choix. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'économie se fait sur des marchés, alors ils sont peut-être un peu plus locaux, je suis d'accord avec vous, et donc il faut être présent aux États-Unis. Vous avez vu la reprise qui est en train de se fabriquer aux États-Unis. Dans ce contexte-là, il y a tellement d'argent. La Chine, c'est exactement la même chose, donc il faut être présent localement. Et c'est ce qu'on fait. Donc nous, on est dans l'énergie, on est présent localement, mais dans les autres secteurs d'activité de John Cockerill, on est aussi présent. Mais ça va être plus difficile dans les prochaines années, en Chine, aux États-Unis, avec quand même une logique nationaliste, des guerres entre blocs qui rejaillissent sur les entreprises. Le contexte géopolitique évolue, c'est clair, et donc quelque part il faut être chinois en Chine et américain aux États-Unis. Donc c'est pour ça qu'on essaye nous d'avoir nos équipes aux États-Unis et de faire que quelque part nos équipes John Cockerill aux États-Unis ou nos équipes John Cockerill en Chine soient considérées comme chinois quelque part. C'est plus facile quand on est une petite entreprise belge. Vous ne dites pas que vous êtes français quand vous êtes en Chine, vous dites plutôt que vous êtes belge ou en tout cas, on a du mal à cacher qu'on est européen. Donc... Alors la demande pour vos technologies de production est en train de s'accélérer avec ces plans de relance. Ces plans de relance, vous venez de le citer aux États-Unis, c'est vraiment une fenêtre d'opportunité pour quelqu'un qui travaille dans l'énergie verte? Ah oui, absolument. Donc là, il y a un momentum extraordinaire. Je pense que les plans de relance, alors qu'ils soient européens, nationaux, américains, etc., font tous la part à la décarbonisation de l'énergie. Et donc là, il y a vraiment un champ de choses à explorer qui est phénoménal, oui. Et donc le projet que nous venons de voir dans le débat, 150 millions d'euros, comment est-ce que vous allez le financer aussi grâce à cette manne Absolument. Donc ce qu'il faut à la fois européenne et plan de relance belge, wallon. Voilà, exactement. Donc c'est une combinaison de différentes choses. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, je veux dire, le financement de ce type de projet, il est à deux niveaux, au niveau de l'équipement, mais après au niveau de l'exploitation. Parce qu'effectivement, on n'est pas encore à un niveau de scale-up qui permet toujours d'équilibrer les comptes de ce genre de projet. Et donc, on a besoin de soutien pendant un certain temps. Ça veut dire d'investissement jusqu'au moment où le business model devient rentable. Oui, exactement. Parce que, je veux dire, dans les premières années, ce genre de choses ne sont pas forcément bancables. Il y a un pari technologique, etc. Et donc, il y a un risque à la fois technologique et industriel. Absolument. Voilà. Et vous lancez Columbus sans que le financement soit bouclé, mais vous croisez les doigts pour... on y travaille. Donc les trois partenaires, je pense qu'ils vous l'ont bien expliqué, mais les trois partenaires, ce qu'ils doivent faire, c'est justement boucler le montage, que ce soit du point de vue technique ou du point de vue financier. Parfait. Alors, vous êtes par essence un ardent défenseur de l'industrie, le choix que vous avez fait de carrière notamment. Alors, pourquoi est-ce que l'Europe, la Belgique, ont absolument besoin d'industrie comme de pain ? Pour moi, ça c'est ma conviction intime, c'est qu'on ne peut pas avoir une économie développée dans un monde moderne qui ne soit pas ancrée sur une base manufacturière forte. Pourquoi ? La première chose, c'est les emplois induits. Je veux dire, vous pouvez regarder tout ce que vous voulez. Mais entre 3 et 7 emplois induits dans l'industrie. Voilà, exact, en fonction de la taille, etc. Mais dans votre secteur, les emplois induits, ça représente quoi ? Au minimum 3, je pense, quand on prend l'ensemble de nos sous-traitants, etc. Si vous voulez, quand on regarde le nombre de gens qu'on fait travailler directement ou indirectement, oui, c'est entre 3 et 4 emplois par emploi de John Cockerill. Donc c'est immense. Donc l'industrie est importante pour l'emploi. Quoi d'autre ? La valeur ajoutée. Donc au final, notre économie vit de la valeur ajoutée. Comment est-ce que ça traduit la valeur ajoutée pour la personne qui nous regarde maintenant C'est la valeur ajoutée qui finance quand même une grande partie de l'économie. Je veux dire, une partie de cette valeur ajoutée donc le social se retrouve. Une partie de cette valeur ajoutée se retrouve et
de manière positive aussi en impôts, etc., qui financent la société. Donc, Et on est bon en industrie en Belgique ? on a des atouts énormes. Donc, par exemple on a quand même la chance d'accéder d'une part à un énorme marché qui est le marché européen et en particulier en Europe du Nord où on est quand même au centre du jeu. Il faut quand même être clair. Première chose. Deuxième chose, on a accès à des gens qui sont bien formés, on a des universités qui sont de haut niveau, qui qualifient nos jeunes, etc. Et donc On n'a pas de problème de qualification alors, parce que quand on entend beaucoup de gens qui se sont retrouvés dans votre siège aujourd'hui parlent du déficit de talent, de la difficulté à trouver du personnel qualifié. Vous le ressentez moins dans votre industrie ? Je pense qu'on le ressent tous. Okay, je veux dire, on aurait tous envie, quelque part, cette guerre des talents dont tout le monde parle, je veux dire, elle existe. Okay, on a tous besoin des meilleurs pour faire tourner nos entreprises. Okay, donc on se bagarre tous, c'est clair. Mais est-ce que vous avez un avantage comparatif par rapport aux autres ? Le fait de travailler dans l'énergie, c'est plus facile d'attirer des jeunes talents dans l'industrie de l'énergie plutôt que dans l'industrie plus polluante ? On va dire qu'au-delà de l'énergie, travailler directement sur des problématiques de décarbonisation, ça c'est vraiment quelque chose que nous on offre, que tout le monde n'est pas forcément capable d'offrir. Donc ça, c'est passionnant. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, les solutions qu'on offre, elles sont au cœur de la transition énergétique et donc au cœur du plus grand défi oui, comme le rappelait Nicolas Valette dans le débat. Hein. Alors, il y a un point en préparant cette émission, c'est clair qu'aujourd'hui, on ne vend plus de machines dans l'industrie. La conception, c'est fait sur mesure, mais on vend aussi la maintenance, le service. Est-ce qu'on doit arrêter de parler de produits industriels, mais réellement de solutions industrielles ? C'est un bon mix des deux. Donc il y a un produit dans le sens où il y a toujours une technologie. Oui. Il faut bien comprendre que nous, notre produit, c'est la technologie. Donc cette expertise technologique, elle est nécessaire et on en a encore besoin. C'est une solution parce que oui, nos clients, ils n'ont pas juste besoin qu'on leur dise ben voilà la technologie. Ils ont besoin qu'on travaille avec eux sur comment la rendre compétitive dans leur exploitation, comment être le meilleur possible dans le quotidien, etc. Et on les écoute. Et donc c'est en les écoutant que petit à petit, on développe ces solutions avec eux. Parfait. Mathieu Yel, vous êtes un grand fan de musique baroque. Vous allez écouter quoi en sortant d'ici ce soir ? Alors, sortant d'ici ce soir... Ça, c'était la question piège pour clôturer l'interview. Il nous reste une trentaine de secondes. Écoutez, j'ai trouvé par hasard une vieille version du Messie de Handel en pensant à une ancienne collègue qui était aussi fan de musique baroque. Donc peut-être que je vais mettre ça. C'est quoi ? C'est la détente ? C'est un peu l'antithèse de l'industrie lourde et puis la musique baroque, oui, absolument. tout en finesse. C'est la détente, absolument, et qui fait la part belle à vraiment l'interprétation et la capacité à laisser parler un peu son âme. Quoi. Voilà, un peu de douceur dans ce monde de brut pour clôturer cette interview et cette version des Acteurs de l'Écho. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Mathieu Yel, merci et bonne chance pour le financement et pour la couverture du risque industriel et technologique de votre nouvelle usine. Merci beaucoup.